Bonjour. Euh, Vu qu'on est en retard, on poursuit directement le programme scientifique de notre congrès, le 9e congrès FORSCA. On reprend avec la 11e séance, une plante au service de la santé sans tabou, qui nous sera présentée par Dr Meli. Il va commodérer avec moi Dr Oulad Fqih Mohamed, président de l'Association des médecins généralistes privés de Tétouan et région. Je vous cède la parole, Dr Oulad Fqih. Merci beaucoup, cher ami. Donc, comme il avait dit, mon ami, je suis le président des médecins généralistes privés de Tétouan et région. Et comme je suis du Nord, c'est pour cela qu'on m'a donné la charge de modérer cette séance sur le cannabis. Peut-être, je pense. On fera passer des échantillons après. Merci. Justement, le médecin généraliste, l'omnipraticien doit connaître et doit être à la page de toute nouveauté en ce qui concerne la pratique médicale et surtout en pharmacologie. Et donc, notre pays, c'est un producteur de cannabis et pendant ces dernières années, il a pris l'obligation de tirer bénéfice de cette plante qui peut être justement bénéfique dans le plan pharmacologique et surtout tout ce qui concerne les douleurs, peut-être le problème neurologique et cosmétique également. Donc nous avons avec nous pour traiter ce sujet le docteur Abdelmomen Mehli, c'est ça? J'ai bien prononcé votre nom. Directeur de recherche pharmacologique, c'est un docteur en pharmacie. Groupe Pharma 5 et donc je remercie le groupe Pharma 5 et tous les laboratoires Pharma 5 d'avoir proposé ce sujet. Je remercie également les organisateurs qui ont choisi ce thème intéressant. Je cède la parole au docteur Mali. Merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous. Je suis ravi et honoré d'être avec vous aujourd'hui. Et je tiens aussi à remercier et à féliciter les organisateurs pour l'excellence du travail qu'ils sont en train de faire. On va parler d'un sujet d'actualité très intéressant à mon sens et j'espère que je pourrai partager avec vous mon intérêt pour la question du cannabis à usage médical et du système endocannabinoïde qui est le support de l'activité de ces cannabinoïdes. Alors, les archéobotanistes nous apprennent que le cannabis est l'une des premières plantes cultivées par l'homme. Le cannabis a accompagné l'homme depuis très longtemps et cette culture du cannabis avait plusieurs objectifs. Vous savez que le cannabis produit une graine qu'on appelle le chènevis qui a une valeur alimentaire très importante, qui est très riche en acides gras, riche en acides aminés et qui a une valeur alimentaire très importante. Le cannabis est aussi cultivé pour la fibre de cannabis. Vous connaissez peut-être le quartier de Marseille qui s'appelle la Canebière. Dans ce quartier, on fabriquait les cordages pour les bateaux, pour les voiliers. Et ces cordages étaient faits à partir de cannabis. Donc la fibre qu'on obtient à partir du cannabis peut servir pour le textile, peut servir pour la construction du bâtiment. C'est un excellent isolant. Et puis l'homme a cultivé le cannabis aussi pour des raisons que j'appellerais ésotériques. Quand les gens fumaient ou respiraient les vapeurs de cannabis brûlé, ils avaient des hallucinations et ils interprétaient ça comme étant une connexion avec les divinités. Donc il y avait cet aspect-là concernant le cannabis. Ensuite, on s'est aperçu que le cannabis avait des vertus médicinales. Et on a des évidences, des écrits qui datent, pour les plus anciens, d'il y a 5000 ans. Le personnage que vous voyez en haut, c'est l'empereur Sheng Nung, qui est le père de la médecine chinoise, et dans la pharmacopée chinoise, le cannabis et ses dérivés étaient utilisés pour un certain nombre d'indications. Également, là, vous avez le document qui s'appelle le papyrus d'Ebers, qu'on a trouvé en Égypte, qui a été utilisé pendant l'Égypte pharaonique et qui décrit un certain nombre de préparations à base de cannabis utilisées comme antidouleur, ça a été dit tout à l'heure, et dans d'autres pathologies.
Dans la médecine ayurvédique, la médecine indienne, le cannabis et les préparations à base de cannabis sont très importantes et très utilisées. Vous avez peut-être entendu parler du ganja, du bang. Ce sont des préparations plus ou moins concentrées en cannabinoïdes qui sont utilisées couramment dans la médecine ayurvédique indienne. Le personnage que vous voyez là-bas, là-haut, c'est bien entendu Ibn Sina. Et dans les canons d'Avicenne, Qanoun fi Tibb li Ibn Sina, vous avez des utilisations du cannabis pour des indications qui sont en train d'être validées aujourd'hui. Ibn Sina utilisait le cannabis pour traiter l'épilepsie, pour traiter les douleurs menstruelles, pour traiter un certain nombre de pathologies dont les indications sont redécouvertes aujourd'hui grâce aux études cliniques qui sont menées aujourd'hui autour du cannabis. Au début du XXe siècle, il y a eu deux mouvements contraires. Un premier mouvement qui était la préparation et la mise sur le marché de médicaments à base de cannabis par des laboratoires, dont certains existent aujourd'hui encore, comme Eli Lilly, etc. Il y avait un vrai engouement autour de l'intérêt du cannabis en thérapeutique. Et l'autre mouvement, c'est le mouvement inverse. Vous avez probablement entendu parler de la prohibition de l'alcool aux États-Unis. Et cette prohibition a concerné non seulement l'alcool, mais d'autres produits qui étaient considérés à l'époque comme psychoactives et nocives pour la santé. Il y a eu une période de prohibition qui a concerné le cannabis et les États-Unis ont fait pression pour que l'OMS et les Nations Unies inscrivent le cannabis sur la liste des plantes qui n'ont pas d'intérêt et qui sont dangereuses. Et donc ça a donné un coup de frein à toute la science autour du cannabis. Alors, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Aujourd'hui, on est en train d'assister au mouvement inverse. Il y a de plus en plus de pays dans le monde qui sont en train de légaliser l'utilisation du cannabis pour des raisons médicales et pour des raisons de bien-être. Et vous voyez là sur cette carte, vous avez des pays comme le Maroc qui ont autorisé par la loi 1321 en juillet 2021 l'usage industriel et médical du cannabis, mais pas l'usage récréatif. Et il y a des pays comme le Canada, comme un certain nombre d'États au niveau des États-Unis qui utilisent même l'usage récréatif du cannabis, ce qui n'est pas encore le cas au Maroc. Alors, la plante de cannabis, parce que c'est elle dont il s'agit, est une plante assez extraordinaire. Vous avez à gauche une plantation traditionnelle de cannabis dans le Rif, et à droite, vous avez les plantations en indoor telles qu'elles existent maintenant au Canada, au Portugal, en Allemagne, aux États-Unis, etc. Et vous voyez que les rendements ne sont pas du tout les mêmes. Quand on dit que le Maroc est un très gros producteur de cannabis, il y a des pays qui sont, grâce à ces systèmes de production avancée, d'être de très gros producteurs de cannabis. Alors, un petit peu de botanique autour du cannabis. Vous savez que la plupart des plantes sont hermaphrodites. Sur le même pied de la plante, vous avez les organes mâles et les organes femelles. La plante de cannabis est différente. Elle est dite dioïque. Vous avez des plants mâles et puis des plants femelles. Et quand on recherche les cannabinoïdes pour un usage médical ou pour un usage récréatif, c'est la plante femelle qui est intéressante. On n'a pas envie que la plante femelle soit fécondée par le pollen qui provient des plantes mâles. Donc les plantes mâles sont arrachées. Les mâles ne servent à rien comme d'habitude. C'est les femelles qui sont intéressantes. Donc quand on zoome un peu sur la plante femelle, vous voyez, il y a une espèce de duvet, comme des poils. Et quand on fait un élargissement, un agrandissement un peu plus important de ces poils, on voit en haut du poil une espèce de vésicule sécrétrice où sont sécrétés les cannabinoïdes. Et quand vous voyez la culture traditionnelle au Maroc du cannabis, quand on dit tiqtabo al-kif, ils secouent, ils font sécher la plante femelle et ils la secouent pour faire tomber les petites vésicules qui sont ensuite agglomérées pour donner ce qu'on appelle le kif.
Et le kiff, ça n'est rien d'autre que les vésicules sécrétrices qui sont agglomérées de façon traditionnelle et aujourd'hui de façon industrielle. Alors, la plante de cannabis, c'est une plante qui a une spasticité extraordinaire, c'est-à-dire qu'elle évolue de façon très différente, elle s'adapte à tous les endroits, à tous les sols. Le cannabis n'est pas spécifique du Rif marocain, on trouve la plante de cannabis partout. En fait, c'est une mauvaise herbe, elle peut pousser partout. D'accord? Et donc, le marketing s'est emparé de cette plasticité de la plante de cannabis pour faire du marketing. Donc, vous avez tout ça, ce sont des espèces de cannabis qui sont cultivées. Au Maroc, on cultivait ce qu'on appelle la bildia, qui est très peu riche en THC. Le THC, c'est la substance psychoactive qui donne l'effet stone qui est recherché par ceux qui fument le cannabis pour un usage récréatif. Et on a développé des variétés qui sont beaucoup plus riches en THC que la fameuse bildia marocaine. Et ces espèces commencent aujourd'hui à envahir les cultures illicites au niveau du Rif. On trouve des variétés qui s'appellent Kherdala, qui s'appellent Sara, qui s'appellent Nicole. Vous avez la Boubakouche, Sour Diesel, etc. Donc, ce sont des variétés qui sont développées pour des raisons marketing, pour des propriétés particulières. Alors, quelques mots de la chimie du cannabis. Cette plante, je vous dis qu'elle a des propriétés extraordinaires. Aujourd'hui, on a isolé plus de 400 molécules différentes à partir de la plante de cannabis. Elle a une richesse en termes de composition chimique assez extraordinaire. Vous savez que dans les plantes, on a deux types de métabolites. On a ce qu'on appelle les métabolites primaires qu'on trouve au niveau de toutes les plantes, c'est-à-dire les acides gras, les acides aminés, les sucres. Et vous avez les métabolites secondaires qui font la spécificité de la plante. Qu'est-ce qui fait la différence entre la tomate, le poivron, le cannabis ou la pastèque? Ce sont ces métabolites secondaires. Et dans le cannabis, les métabolites secondaires, ce sont les cannabinoïdes. Et ces cannabinoïdes, aujourd'hui, on a isolé plus d'une centaine de cannabinoïdes différents. Parmi ces cannabinoïdes, les deux qui sont les plus connus, ce sont le THC, le tétrahydrocannabinol, qui est, comme je vous ai dit, la molécule qui donne les effets psychoactifs du cannabis. Et donc, la loi marocaine dit que si la plante contient moins de 1% de THC, elle peut être utilisée pour des usages non médicaux, non pharmaceutiques. Si le taux de THC dépasse le 1%, la plante est réservée pour un usage médical ou pharmaceutique. L'autre cannabinoïde qui se développe et que vous connaissez probablement, c'est le cannabidiol. Le cannabidiol est un autre cannabinoïde du cannabis qui n'a pas du tout d'effet psychoactif et qui est utilisé aujourd'hui pour différentes indications pharmaceutiques dont on va voir quelques-unes. À côté de ces deux cannabinoïdes, il y en a d'autres qui sont dits cannabinoïdes mineurs, mais pas mineurs parce qu'elles ont un intérêt moindre que les deux cannabinoïdes dont j'ai parlé, mais parce qu'elles sont fabriquées à une petite quantité au niveau de la plante, mais pour lesquelles aussi il y a énormément d'études qui sont en cours aujourd'hui et qui leur trouvent un intérêt thérapeutique certain. Alors, si on regarde les deux cannabinoïdes dits majeurs, le THC et le CBD, vous pouvez voir que parfois ils ont des activités synergiques, c'est-à-dire qu'ils ont des activités qui se renforcent, parfois ils ont des activités complètement antagonistes. Et pour la petite histoire, la fameuse bildia marocaine, qui est très recherchée par ceux qui utilisent le kiff pour un usage récréationnel, c'est parce qu'elle a des taux relativement équilibrés en THC et en CBD. Et vous voyez que pour certaines activités, le CBD antagonise certains des effets secondaires du THC. Par exemple, le THC, il est mieux relaxant, le CBD l'est beaucoup moins. Le THC, il est psychotique, c'est-à-dire qu'il peut induire chez des personnes qui sont borderline
de basculer vers des états de schizophrénie. Alors que le CBD, il est antipsychotique. Et on commence à développer des indications et des recherches pour traiter un certain nombre de psychoses à l'aide du CBD. Au niveau cardiologique aussi, le THC, il entraîne une tachycardie et une hypertension, alors que le CBD, il est bradycardisant et hypotenseur. Alors, sur cette diapositive, j'ai fait un petit peu le tour des essais cliniques qui sont aujourd'hui en cours avec les différents cannabinoïdes. Et vous allez regarder, vous pouvez voir que des études sont en cours aujourd'hui pour utiliser les différents cannabinoïdes dans la prise en charge de la douleur, de l'inflammation, de l'insomnie, de l'anxiété, des nausées, des vomissements, des troubles de l'appétit. Là, j'ouvre une parenthèse. Ceux qui ont expérimenté l'utilisation du cannabis disent qu'après avoir fumé, ils ont faim. Et un grand laboratoire international a pris cette propriété en disant si les cannabinoïdes, en particulier le THC et orexigène, ouvrent l'appétit, si on bloque les récepteurs du THC, on va faire un produit qui diminue l'appétit et qui va peut-être permettre de traiter l'obésité. Et ils ont comme ça développé un médicament qui s'appelle le Rimonaban, qui a eu l'autorisation de mise sur le marché aux États-Unis, qui a été déposé à l'enregistrement au Maroc, mais on s'est rendu compte par la pharmacovigilance que les gens qui prenaient ce médicament, effectivement, ils perdaient du poids, mais ils rentraient dans des états dépressifs très sévères et certains se défenestraient complètement. Ils se jetaient par la fenêtre. Donc le produit a été retiré en catastrophe. Ceci pour vous dire que ce domaine de l'action des cannabinoïdes mérite encore aujourd'hui beaucoup d'investigations et beaucoup d'études pour mieux cerner les effets de ces cannabinoïdes. Alors, à côté des cannabinoïdes, la plante de cannabis, pour ceux qui ont déjà senti le cannabis sent très fort. Et dans le cannabis, il y a un autre type de molécule qui s'appelle les terpènes. Les terpènes, c'est ce qui donne l'odeur et le goût aux différentes plantes. Et donc, dans le cannabis, on trouve beaucoup de terpènes différents. On trouve le myrcène, qui donne son goût à la mangue. On trouve le limonène, qu'on retrouve aussi dans le citron. On trouve le linalol, qu'on trouve dans le qarfa. D'accord ? On trouve tous ces différents terpènes. Le cariophyllène, avec l'image du petit chien, ce n'est pas l'odeur du chien, mais c'est l'odeur que reconnaissent les chiens dans les aéroports quand ils reniflent les bagages des gens. C'est le cariophyllène. Et donc, même ces terpènes, on leur trouve beaucoup d'usages thérapeutiques. Et il y a beaucoup d'études qui sont en cours aujourd'hui pour essayer de démontrer que ces terpènes peuvent être utilisés dans la pratique clinique quotidienne. Par exemple, les terpènes ont une activité anti-inflammatoire, une activité antibactérienne, une activité antioxydante, etc. Et là aussi, les recherches dans ce domaine sont très, très, très actives. Alors, comment marchent ces cannabinoïdes au niveau de l'organisme? On a fait le parallèle avec les morphiniques. Vous savez que quand on a isolé la morphine, on s'est rendu compte que l'organisme fabrique lui-même ces produits morphiniques, qu'on a appelés les endorphines ou les encéphalines. Et on a cherché des récepteurs à l'intérieur de l'organisme pour ces morphiniques endogènes et on les a trouvés. On a fait la même démarche pour les cannabinoïdes. On a dit que si le cannabis ou les cannabinoïdes induisent une action au niveau de l'organisme, c'est qu'au niveau de l'organisme, il doit y avoir des récepteurs qui répondent à ces molécules. Et on les a cherchés et on les a trouvés. Ce sont les récepteurs aux cannabinoïdes. On en a trouvé un premier récepteur qu'on a appelé CB1, puis un deuxième CB2, et puis aujourd'hui, on en est à des dizaines de récepteurs. Et puis on s'est dit, si l'organisme a prévu des récepteurs endogènes pour induire
une certaine action, c'est que l'organisme fabrique lui-même ces cannabinoïdes. Et là aussi, on les a cherchés, on les a trouvés. On a trouvé et on les a appelés endocannabinoïdes. Aujourd'hui, on parle des phytocannabinoïdes qui sont extraits de la plante et des endocannabinoïdes qui sont fabriqués par l'organisme lui-même. Alors, c'est quoi ce système endocannabinoïde endogène? Eh bien, il est constitué par les fameux ligands, les clés qui vont ouvrir les récepteurs. Les deux plus importants sont l'anandamide et le 2-AG. Les récepteurs, comme je vous ai dit, il y en a une flopée aujourd'hui. Et puis, toutes les enzymes et tous les transporteurs qui permettent la synthèse de ces cannabinoïdes et leur dégradation quand elles ont fini d'agir. Alors, ce système endocannabinoïde, on est en train de se rendre compte que c'est un système de signalisation fondamentale au niveau de l'organisme qui régule énormément d'activités. C'est un système qui est lipidique, comme les prostaglandines ou les leucotriènes. C'est un système qui est dit ubiquiste. On les trouve, ces récepteurs aux endocannabinoïdes, on les trouve pratiquement au niveau de tous les organes, beaucoup au niveau du système nerveux central et périphérique, mais aussi au niveau du foie, de la rate, du système immunitaire, du tractus digestif, de l'utérus, de tout un tas d'organes au niveau de l'organisme. C'est un système qui est très conservé en termes d'évolution, c'est-à-dire que le système endocannabinoïde, on le retrouve chez des vertébrés très primitifs comme les lézards et on les trouve chez les mammifères évolués comme l'homme. Et quand on a des systèmes qui sont conservés par l'évolution, cela est le signe que c'est un système qui a une importance fondamentale dans l'homéostasie et dans la régulation de l'équilibre de l'organisme. Alors, les endocannabinoïdes, je vous ai dit qu'on en a trouvé plusieurs. Les deux plus importants sont l'anandamide et le 2-AG. Ce sont des substances lipidiques. Leur synthèse, elle est stimulus dépendante, c'est-à-dire que, pas comme les corticoïdes ou les monoamines, etc., qui sont fabriqués, stockés et libérés au moment du stimulus, les endocannabinoïdes ne sont fabriqués qu'au moment de la stimulation, en particulier un stress ou un influx nerveux très important. Ils agissent de façon très locale. On ne les retrouve pas au niveau de la circulation générale. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas sécrétés à un endroit de l'organisme et transportés par la circulation jusqu'au niveau de leur site d'action. Ils sont fabriqués pratiquement au niveau du site d'action. Je vous passe les détails de l'activité. Alors, ces endocannabinoïdes agissent sur des récepteurs dont les principaux, comme je vous ai dit, ce sont les récepteurs CB1 et CB2. Ces deux types de récepteurs, ce sont des récepteurs dits transmembranaires à ce domaine. C'est une classe de récepteurs qui est assez classique et dont les actions sont multiples. Dans l'image en bas, vous avez en violet la localisation des récepteurs au niveau de l'hippocampe de la souris. Ce sont des récepteurs quand ils sont excités par leur ligand, c'est-à-dire les endocannabinoïdes, entraînent une dépression de l'activité, notamment des neurones. D'accord ? Ce sont un système qui est impliqué dans une régulation qui permet de faire baisser l'intensité de l'activité, notamment au niveau des neurones. Alors, les récepteurs CB1 et CB2 ont à peu près les mêmes actions, mais sur le plan de la ressemblance, ils sont relativement différents. Ils n'ont que 44% de similitude au niveau de la chaîne des acides aminés qui les constituent. Alors, où est-ce qu'on retrouve ces récepteurs CB1 ? Eh bien, leur localisation principale, c'est le système nerveux central, au niveau du cortex, au niveau de l'hippocampe, là où il y a toutes les actions de mémorisation. Vous savez qu'on dit que les jeunes ne doivent pas fumer du cannabis, et pas que les jeunes d'ailleurs, parce que ça entraîne un déficit de mémorisation. Au niveau du cervelet, toute la motricité automatique,
c'est ce qui donne la sensation ébrieuse quand les gens ont fumé du cannabis qui a du THC important. Au niveau du système nerveux périphérique, c'est en particulier tout le support de les indications antidouleurs du cannabis. Le THC et le CBD ont une action antidouleur en agissant sur ces récepteurs CB1 au niveau périphérique. Alors, ce sont des récepteurs qui ont une localisation présynaptique. On va voir ça au niveau d'un des schémas. La fonction, c'est la régulation. En particulier, c'est la régulation de l'appétit. Comme je vous ai dit, les gens qui ont fumé du cannabis avec du THC différent expérimentent une sensation de faim. Ils interviennent aussi dans la thermogénèse. Là aussi, les gens qui fument du cannabis, après avoir fumé, ils ont froid. Alors, je vais passer rapidement, puisque le temps file, pour aller plutôt... Alors, aujourd'hui, il y a sur le marché un certain nombre de médicaments qui ont été autorisés pour traiter un certain nombre de pathologies. Je vous en ai mis quelques-uns. Vous avez le Sativex, qui est une association qui contient à la fois le THC et le CBD. Il est utilisé pour la spasticité dans la sclérose en plaques. Vous avez l'Epidiolex, qui lui contient uniquement du CBD et qui est utilisé pour la prise en charge des épilepsies réfractaires aux autres traitements médicamenteux. Et au Maroc, on a obtenu l'AMM du premier médicament à base de CBD extrait de cannabis qui a été donné par le ministère de la Santé pour un générique de l'Epidiolex à base de CBD. Vous avez aussi d'autres médicaments qui sont utilisés dans les nausées et dans la cachexie, notamment chez les patients traités par chimiothérapie ou chez les malades atteints du sida. Alors, dans le cas de l'épilepsie en particulier, je vous ai mis ici une compilation, une revue d'un certain nombre d'études qui ont utilisé le cannabidiol dans la prise en charge des épilepsies rebelles et notamment dans la prise en charge du syndrome de Lennox-Gastaut ou dans le syndrome de Dravet, qui sont deux formes d'épilepsie qui touchent l'enfant, qui sont réfractaires aux médicaments. Et vous avez ces jeunes enfants qui font jusqu'à 20-30 crises d'épilepsie par jour. Et donc, vous voyez, on obtient pratiquement une diminution des crises d'épilepsie de l'ordre de 50% des cas et une disparition complète des crises dans 10 à 20% des cas. C'est un médicament qui a eu l'autorisation aux États-Unis selon une procédure particulière qui est dite du fast track, c'est-à-dire une autorisation rapide, une évaluation rapide, parce qu'il y a un intérêt thérapeutique majeur pour ce produit-là, parce que dans l'indication, il n'y a pas beaucoup d'alternatives. Donc, en conclusion, le système endocannabinoïde, c'est un système qui est fondamental dans l'homéogénèse de l'organisme humain et chez un certain nombre de mammifères et d'autres animaux. La connaissance fine de ce système est encore balbutiante. Il y a énormément d'études en cours pour essayer de mieux comprendre le fonctionnement de ce système et de tirer profit de tous les médicaments et de tous les produits qu'on peut développer pour traiter un certain nombre de pathologies. Je vous ai mis un certain nombre d'études qui sont en cours et vous pouvez voir que ça va dans tous les domaines. Voilà, je vous remercie pour votre attention.